suis Hélène Duguesou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Le 2 mars 1935, au petit jour, une belle dame blonde, accompagnée d'un officier de la Royale en civil, sont arrêtés de façon spectaculaire à la gare de Brest alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le train de 6 heures à Paris. C'est ainsi que la presse de l'époque, et notamment la Dépêche de Brest, rapporte ce qui n'est à ce moment-là encore qu'un simple fait divers. Le public français de l'époque, fasciné, s'enflammera pour ce qui va devenir très vite une rocambolesque affaire d'espionnage dans la cité du Ponant, sur fond de bluettes et d'opium. C'est l'affaire Lydia Oswald qui commence. Après la der des der et la joyeuse insouciance des années folles, les années 30 plongent lentement l'Europe dans le populisme, le nationalisme et de nauséabondes dérives, avec en toile de fond un climat belliqueux que peine à contenir la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. N'y a-t-il pas quelque ressemblance avec notre époque troublée? Ça, c'est une autre histoire. Bref, dans ce contexte, on voit émerger un genre littéraire nouveau, le roman d'espionnage, qui paraît en feuilleton, en volume ou en fascicule. C'est en effet à cette époque que le genre s'autonomise vraiment, héritier du roman populaire et du roman patriotique, matiné de romans policiers ou sentimental, comme par exemple Double crime sur la ligne Maginot de Pierre Nord en 1936. Cet ouvrage est souvent considéré comme le premier roman d'espionnage français moderne. Dans ce genre de littérature très inégale, et qui ne se détache pas encore très clairement par exemple de la série des Fantomas, dont par exemple Fantomas, roi des receleurs de Marcel Alain est d'ailleurs diffusé en feuilleton dans la Dépêche de Brest au moment où l'affaire Lydia Oswald éclate, on voit donc évoluer des personnages stéréotypés dans des situations anxiogènes dans ce type d'ouvrage. Agent dormant, femme vénale, homme séduit, secret défense, sombre complot, drogues et poisons, encre sympathique et messages codés. L'affaire brestoise tombe à pic et va donner corps à ces fantasmes. On sait peu de choses sur cette belle dame blonde. C'est d'ailleurs un poncif du genre, car les espions ont tout intérêt à brouiller les pistes et à rester dans l'ombre. Elle naît en Suisse alémanique en 1906, dans une famille modeste composée d'une mère et d'une sœur. Polyglotte et jolie, célibataire et sans enfant, elle est sans doute séduite par l'aventure, les voyages, mais aussi sans doute par les thèses nazies. Elle aura vraisemblablement été entraînée aux techniques d'espionnage par la redoutable Fraulein Doktor du service de sécurité de la SS, Elsbeth Schragmüller, qui forma la légendaire Mata Hari. Puis, dûment formée, Lydia fait ses premiers pas d'espionne patentée auprès de la Société des Nations à Genève. Elle pose ensuite un temps ses valises aux États-Unis, puis en Angleterre avant de débarquer à Paris. Sa réputation l'aura précédée, car elle fait l'objet, semble-t-il, d'une certaine surveillance de la part des services de renseignement français. Elle finit par descendre du train à Brest, fin janvier 1935, train dans lequel la belle dame blonde a fort opportunément rencontré l'enseigne de vaisseau René Guignard, un jeune officier embarqué sur le croiseur Émile Bertin, un bâtiment sensible de la Marine nationale. Le jeune homme, naïf, enfin par ailleurs marié et père de 2 enfants quand même, tombe dans les filets de la vénéneuse Lydia. Elle se fait passer pour une journaliste, descend dans le meilleur hôtel brestois, fréquente les meilleures tables. Une idylle s'ébauche donc, et le Bennet invite sa dulcinée à bord du bâtiment Émile Bertin.
Quelque temps plus tard, le croiseur et son équipage appareillent pour quelques missions sur la mer Jolie, et la nature ayant horreur du vide, Lydia Oswald remplace René par Jean, jeune lieutenant de vaisseau tout aussi naïf que son prédécesseur. Jean de Forceville sert sur la Galissonnière, un croiseur en construction à l'arsenal de Brest. C'est donc une belle opportunité d'en visiter le chantier pour l'espionne à la solde des nazis. L'enquête révélera que la vénéneuse Lydia envoie des messages codés à d'obscurs destinataires allemands et suisses, dont l'un d'eux lui répondra fort énigmatiquement: «Merci pour les œufs de la poule d'Émile, mais il s'occupe des tuyaux». Les espions sont rigolos, non? La patience des renseignements français ayant des limites, la belle sera arrêtée donc en compagnie de son benêt d'amant, alors qu'il s'apprêtait à gagner la capitale. Lydia Oswald n'avait donc pas sévi dans le port breton beaucoup plus d'un mois. À Brest, c'est la stupéfaction et le grand frisson. Tout le monde y va de son commentaire décalé, de son témoignage farfelu et de son interprétation fantasmée, alors que la jeune femme est d'abord incarcérée dans la prison civile du Bougain, puis, dans sa version militaire, la prison de Pontagnoux. On imagine sans peine le changement radical de train de vie que connaît la détenue dans les prisons de la République française des années 30. Froid, humidité, faim, hygiène douteuse, alors que l'enquête suit son cours. La presse boit du petit lait, et les envolées lyriques donnent à sourire aujourd'hui. On révèle des détails qu'on qualifie de romanesques, comme la saisie de 2 valises en cuir et un carton à chapeau recouvert de ces étiquettes multicolores perche aux madones des sleepings internationaux. Ou encore sa sortie du palais de justice lorsque la belle inconnue se masque le visage à la manière de Fantomas sous un foulard de soie. Si l'on ajoute la saisie d'opium, de documents techniques et d'une liasse de 5000 francs, la messe est dite. Comble de l'anecdote, la presse se rend compte que la belle n'est pas blonde, mais arbore une chevelure auburn, des plus décevantes. Pourtant, même si Lydia Oswald confesse travailler pour l'Allemagne tout en affirmant brûler d'amour pour Jean de Forceville, avec lequel elle comptait convoler, on ne trouve pas grand-chose de tangible à lui reprocher, ce qui permet d'en conclure qu'elle est soit très forte, soit pas trop douée. À dire vrai, elle adopte la posture attendue par le public et ses juges, celle d'une femme blonde et amoureuse, belle mais inconséquente, séduisante et responsable. Au terme d'un procès à huis clos qui se tient devant le Conseil de guerre de Brest en septembre 1935, elle est finalement condamnée à une peine de 9 mois de prison pour tentative d'espionnage, alors que les 2 jeunes officiers qui avaient cru au Père Noël sont relaxés. Les comptes rendus d'audience publiés dans la presse tant nationale que locale, auxquels les journalistes n'assistent pas, fourmillent de détails croustillants, d'interprétations fantasques et de descriptions ébouriffantes, comme ici sous la plume de l'envoyé spécial de Ouest Éclair. Nous sommes là, à 8 heures, dans cette rue de la Voûte qui mène de la rue Louis-Pasteur au quartier Caravelle, bourrée de bouches infectes devant lequel des poulbeaux de petite province pataugent dans les ruisseaux aux eaux méphitiques encombrés d'ordures et de cadavres de bêtes. Lorsque comparée la souriante espionne, sans doute machiavélique, mais préoccupée, sa toilette. L'insondable Lydia Oswald sera libérée début décembre, fort discrètement, et dûment escortée, elle prendra le train vraisemblablement à Châteaulin, pour une reconduite assez ferme vers la Suisse. On n'entendra plus beaucoup parler d'elle. 6 mois plus tard, par exemple, elle sera arrêtée en Turquie, sur un site militaire sensible sur lequel elle se trouvait, par erreur, en compagnie d'un nouvel amant. Coïncidence? Je ne crois pas, non.